je vais passer tout de suite à la traduction et je vais faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire je vais lire avec vous parce que je trouve ce texte très important. Donc, être rapide est toujours mieux qu'être lent. Alors que le lent ajoute des fioritures superflues, le rapide est déjà dehors dans le monde. Ceci signifie que le rapide apprend de son expérience, alors que le lent se contente de théoriser. Ceux qui délivrent rapidement peuvent améliorer rapidement. Par conséquent, les gens rapides ne se contentent pas de gagner la course, ils ont une longueur d'avance sur la suivante. Si j'avais entendu les exposés d'aujourd'hui, j'aurais parlé plus volontiers d'agilité, si vous voulez. Mais bon, c'est la même chose et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette rapidité? Alors voilà ma propre interprétation de la rapidité et de la lenteur, si vous voulez. Alors la lenteur, c'est les fioritures, c'est la théorisation. Moi, je vais appeler ça la pensée critique, si vous voulez. C'est aussi le fait de chercher des pourquoi, la recherche des causes, si vous voulez. C'est aussi la modélisation qu'on a souvent vu en science, le fait de construire a priori des modèles et d'essayer de les vérifier ensuite par l'expérience. En revanche, les outils de la rapidité, nous les avons vus en action en grande partie aujourd'hui, c'est la communication, la séduction, le marketing. Alors, la journée d'aujourd'hui est organisée par 2 établissements universitaires qui, en principe, et pour quelque temps encore, sont voués à la lenteur. C'est-à-dire que dans leur statut, on voit que la pensée critique, tout ça, c'est très important. Bon. Alors, si vous voulez, on peut me considérer ici, je me présente, je suis un lent de service. Voilà. Donc, j'essaie de représenter ici la lenteur, mais enfin, ça ne suffit pas d'être lent. Quelle est ma légitimité? Alors, ma légitimité, je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle dans le sens que je n'ai pas codé des intelligences artificielles. Mais j'ai une bonne culture dans le domaine des méthodes mathématiques et de la statistique des données qui me permet de comprendre ce qu'il y a dans ces boîtes noires. Et donc, c'est utile pour voir qu'il y a aussi des limites. Ces limites ont été aussi évoquées ici ou là par les autres conférenciers. Alors, il ne faut pas se tromper non plus, comme cela a été expliqué, l'intelligence artificielle est vraiment là, il n'y a pas de problème, on ne s'en est pas vraiment rendu compte, mais elle est vraiment là, on va faire avec, quoi. Mais il faut malgré tout faire une distinction entre les intelligences artificielles dont on nous a parlé aujourd'hui et qui sont très largement celles qui intéressent le consommateur, et puis les intelligences artificielles qui risquent d'intéresser le citoyen, si vous voulez. Alors là, quelles sont-elles? Bon, par exemple, au palais de justice, celles qui fixent les culpabilités et les peines. Dans l'école, celles qui délivrent de l'enseignement automatique personnalisé. Celles qui pratiquent la médecine personnalisée. Et aussi celles qui interviennent dans le champ militaire. Et enfin, dans l'entreprise, celles qui recrutent, qui licencient et remplacent désormais les consultants. Alors là, si vous voulez, on voit bien que l'intelligence artificielle va s'infiltrer, qu'on le veuille ou non, dans pas mal de ces choses, mais il y a encore un levier où les politiques
peuvent intervenir, ils peuvent décider, par exemple, on peut savoir s'il est utile de voter électroniquement ou pas, si c'est utile d'ouvrir les portes de nos palais de justice à l'intelligence artificielle. Je ne réponds pas à ces questions, je me contente de les poser. Une autre question intéressante, c'est de savoir si l'intelligence artificielle se trouve du côté de la rapidité ou de la lenteur. C'est une question importante. On comprend bien qu'il y a, pour celle qui concerne le consommateur, on est du côté de la rapidité. Mais j'aimerais analyser un peu plus, et là je vais vous demander 5 minutes d'attention, ce sera le seul moment, disons, qui demande une attention un peu soutenue, pour voir comment fonctionne un programme d'intelligence artificielle particulier. Et j'ai choisi un programme de traduction d'une langue dans une autre. Alors, vous avez déjà le traducteur humain. Alors, le traducteur humain, lui, connaît très bien la grammaire, les structures de la langue, l'étymologie, l'histoire. Il a vécu dans les deux pays, il a lu beaucoup de poésie, il connaît les civilisations et il traduit donc avec ce savoir-faire. Alors, dans les années 1970, on a essayé de faire des systèmes de traduction automatique. Alors, on a rassemblé des experts et puis on a cherché à modéliser la langue, donc à fixer des règles de traduction de plus en plus compliquées, etc. Ce système de traduction automatique ne peut pas être appelé intelligence artificielle, comme vous allez le voir. C'est plutôt un système expert. Il est basé sur le fait de rassembler des compétences humaines et de fixer des règles. Alors aujourd'hui, on a des systèmes de traduction qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On soumet donc à ce programme quelques dizaines, voire centaines de kilomètres de texte dans les deux langues qui se correspondent, bien évidemment, et ces textes, il faut bien voir, pour l'ordinateur, ils sont représentés par des paquets de nombres. Vous avez ici un gros paquet de nombres, ici d'autres gros paquets de nombres, et vous savez comment ces nombres se correspondent. Alors, il faut que vous donniez à la machine la possibilité d'apprendre à partir de ces exemples et de trouver toute seule ces règles pour ordonner, pour ranger ces textes et fixer ses propres correspondances. Donc, bien sûr, il n'y a pas de miracle. Il faut que vous lui donniez un moyen de fabriquer ses propres règles. Alors, il en existe des centaines de moyens, et il y en a qui sont maintenant plus performants que les autres, comme les réseaux de neurones, convolutifs ou pas, etc. À chaque application correspond des méthodes mathématiques et statistiques qui, pour la plupart d'ailleurs, ne datent pas d'aujourd'hui et qui permettent à la machine de faire son travail. Alors, il est évident que si vous allez regarder comment la machine a fait pour associer les différentes choses, alors là, vous allez voir que vous n'y comprenez rien. D'ailleurs, il n'y a rien à comprendre et la machine ne comprend rien non plus. N'empêche que ce qui peut paraître surprenant, mais qui ne l'est pas, c'est que les systèmes experts sont très mauvais par rapport à l'intelligence artificielle pour faire de la traduction. Mais cet exemple me permet de démystifier
quand même ce que mes collègues ont fait aussi, les salades qu'on raconte avec l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle ne pense pas, elle ne modélise pas, elle ne pose pas de questions sur les causes. C'est en quelque sorte le contraire de l'enfant. On dit l'intelligence artificielle apprend comme un enfant, c'est exactement le contraire. Parce que l'enfant, lui, pose des questions sur les pourquoi. Ce sont les fameux pourquoi de l'enfance. L'enfant modélise, c'est-à-dire qu'il fantasme des solutions, et l'enfant pense, c'est-à-dire qu'il s'implique, lui, et cherche sa place dans le monde qu'il est en train d'explorer. Voilà. Alors ça, c'est une première, si vous voulez, limite qui fait que, bon, les films de science-fiction n'ont pas leur place et que des choses comme la singularité, on peut quand même attendre les calendes grecques pour ça. Bon, alors, une deuxième chose importante, c'est que, évidemment, l'intelligence artificielle ne peut avoir de bons résultats que si vous lui donnez une quantité de données énorme. Et donc, ça veut dire que, si vous voulez, en plus, ces données, elle ne va pas simplement les regarder comme ça. Celles-ci vont être moulinées dans des systèmes d'optimisation, dans des descentes de gradients, etc. Donc, il faut voir que tout ce big data-là, vous allez le travailler et que tout ça fait que les intelligences artificielles sont extrêmement gourmandes en espace mémoire et en temps de calcul. Donc, il y a une limite intéressante qui n'a pas été vraiment évoquée aujourd'hui, c'est les limites énergétiques et aussi, ça a été examiné évidemment, les coûts de la cybersécurité. Alors, on va partir de données de base qui ont été établies en 2014. En 2014, la Confédération, mais aussi d'autres pays, se sont demandé combien ça coûte d'électricité, pas l'intelligence artificielle, mais Internet, qui est largement maintenant fécondé par l'intelligence artificielle. Alors les chiffres sont simples. Pour la Suisse, c'était 8%. En France, c'était plutôt autour de 11%. En Angleterre, c'était plutôt autour de 14%. Mais enfin, on était dans des ordres de grandeur qui correspondent grosso modo à la consommation d'électricité pour l'éclairage. On était à peu près à ces grandeurs-là. Mais alors, il y a des études plus récentes qui tiennent compte de la croissance du numérique. Alors, j'en ai cité deux qui sont assez récentes. Pour la première, c'est une étude de Huawei Technologies, et la deuxième, c'est une étude du rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui date de 2019. Alors, quelles sont les difficultés d'une telle étude? Il est facile de prévoir la croissance d'Internet, parce qu'on voit combien il y a de nouveaux internautes chaque année, on voit comment l'Internet des objets se construit, 30 milliards d'objets connectés d'après Cisco en 2021 ou quelque chose comme ça, je cite de mémoire. Bon, donc ces chiffres-là sur la croissance, on les connaît à peu près. Maintenant, il s'agit de savoir quelles sont les économies qu'on va pouvoir faire par rapport aux technologies d'aujourd'hui.
C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à faire des systèmes chez nous pour le consommateur qui consomme beaucoup moins d'énergie? Est-ce qu'on va réussir à faire des serveurs qui consomment moins d'énergie, etc. Alors, on va réussir, mais jusqu'à quel point? Alors voilà. Donc, le résultat est là, et je relis parce que j'aime bien qu'on lise ensemble. Compte tenu de niveaux besoins, Internet des objets, intelligence artificielle, ville intelligente, la fraction de l'énergie électrique dédiée aux technologies de la communication dépendra des économies qui pourront être réalisées sur les réseaux de télécommunications, les serveurs et chez les particuliers. Si rien ne change radicalement par rapport aux technologies utilisées aujourd'hui, on s'attend à ce que la moitié de l'énergie électrique soit utilisée par les technologies de la communication à l'horizon de 2030. C'est donc la vision la plus pessimiste. Mais même les visions moins pessimistes sont préoccupantes quand même. Donc la moitié de l'énergie, bon, évidemment, si on est toute la journée, 12 heures sur Internet, ça peut se justifier finalement, parce que la nuit, avec l'autre moitié, on peut faire tourner les machines à laver. Voilà. Donc, ça c'est une limite intéressante. Alors, pour les coûts de la cybersécurité qui ont été examinés tout à l'heure, je me suis intéressé à la cybersécurité pure, pas les autres types de fraude, et je me suis fié aux estimations des compagnies d'assurance, parce que ces compagnies d'assurance assurent maintenant ces risques, donc elles doivent tenter de les estimer exactement. Alors j'ai pris là le Allianz Risk Barometer 2019 et je vous ai fait une traduction. Voilà. Alors, donc, les coûts de la cybercriminalité peuvent être estimés à 600 milliards de dollars par an aujourd'hui, alors qu'ils étaient de 445 milliards en 2014. On voit que ça augmente encore beaucoup. Alors, l'assurance les compare avec les coûts économiques moyens des catastrophes naturelles au cours des 10 dernières années, 208 milliards par an. Donc vous voyez, on est 3 fois au-dessus des coûts des catastrophes naturelles. Moi, j'ai mis quelques autres chiffres. Un chiffre tout à fait intéressant, c'est celui du chiffre d'affaires des industries des microprocesseurs. Quand même, l'informatique, c'est beaucoup les microprocesseurs, comme on a dit, pour ce qui est du hard. Eh bien, le chiffre d'affaires est juste de 40 milliards, c'est-à-dire 15 fois moins que ce chiffre sur la cybercriminalité. On a parlé beaucoup des matières plastiques. Alors, les matières plastiques qui envahissent le monde, c'est 350 milliards de chiffre d'affaires par an. Alors, pour avoir des chiffres aussi élevés, il faut aller, évidemment, au crédit militaire de l'OTAN. Alors là, on dépasse, on est à 900 milliards, et pour les États-Unis seuls, à 600 milliards. Et là, nous arrivons aussi, toujours dans le Allianz Risk Barometer, à quelque chose qui a déjà été dit, c'est que, au-delà des méthodes de plus en plus sophistiquées utilisées pour voler des données ou extorquer de l'argent, l'on observe en parallèle une menace croissante de la part d'États-nations et de groupes de hackers qui leur sont affiliés en vue de viser des infrastructures vitales ou de voler des données importantes ou les secrets commerciaux de compagnies privées. Vous voyez donc, on ne distingue plus entre la cybercriminalité et la cyberguerre, c'est-à-dire que les gens qui se sont engagés dans la cyberguerre, comme la France par exemple, sont en même temps des gens qui forment pour la cybercriminalité. D'une certaine manière, tout ça maintenant est lié et
comme de toute façon, on dispose aujourd'hui de plateformes de programmation d'intelligence artificielle qui ne demandent pas qu'on soit un génie, si vous voulez, ces intelligences artificielles vont être utilisées aussi par beaucoup d'autres personnes. Voilà. Alors là, je vais à un autre sujet. Tiens, c'est bizarre. Ah, voilà. Ça ne voulait pas venir là, il y avait un problème. Voilà. Alors, intelligence artificielle et conformisme. Alors là, je vous montre une image que j'ai sortie du magazine des droits humains de Amnesty International. Ça date de août 2019. C'est tout récent. Alors, ce qu'on voit, c'est que, c'est bien connu, la Chine met en place un système de surveillance totale de ses populations. Et la justification de ça, c'est le sentiment de sécurité et le meilleur cadeau qu'un pays puisse offrir à son peuple. Donc voilà, je crois d'ailleurs que c'est une raison que beaucoup de gens comprennent, et pas seulement en Chine, si vous voulez. Alors ces choses s'intitulent, suivant les villes où on a les 40 villes qui ont été choisies pour développer ça, crédit social du jasmin, filier du ciel, œil perçant, etc. Donc là, on a en Chine, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui, des bases de données pour la reconnaissance des visages qui sont, on a des bases de données fabuleuses qu'on rencontre nulle part ailleurs. Alors, est-ce que ce genre de problème est un problème chinois ou est-ce que c'est un problème lié à l'intelligence artificielle? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Nous qui sommes vertueux et qui n'aimons pas ficher les gens, est-ce qu'on va résister à ce genre de choses? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que par nature, l'intelligence artificielle crée des catégories, classe et met de l'ordre. Dans un marketing ciblé, vous classez vos clients par paquet auquel vous envoyez telle ou telle chose. Si vous faites de la propagande politique ciblée, eh bien, vous classez aussi vos électeurs ou vos opposants, et puis vous essayez de leur envoyer la bonne fake news, etc. Si vous avez des malades dont le code génétique annonce un cancer ou une maladie grave, vous allez en faire des catégories qui peuvent intéresser les assurances, etc. Donc, c'est dans la nature même de l'intelligence artificielle de classer des catégories et surtout, ça a été beaucoup dit dans le dernier exposé, de détecter ce qui sort de l'ordinaire. Voilà, ça c'est important. Et tous les gouvernements, toutes les polices, tout aiment bien détecter ce qui sort de l'ordinaire et ainsi l'intelligence artificielle est un auxiliaire idéal de toute bureaucratie. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre question importante qui a été aussi évoquée à plusieurs reprises et je ne vais pas m'y appesantir dessus, c'est qui tire les ficelles de l'intelligence artificielle. Alors, comme cela a été dit, bon, les plateformes de programmation sont des plateformes qui sont mises à disposition par des multinationales du GAFAM et les données, ça se trouve dans les mains en grande partie de ces multinationales
Et il n'y a pas que le GAFAM, si vous voulez. IBM, par exemple, ça a été dit, a fait, j'ai ici des transparents qui vous montrent que depuis 2009, IBM propose des schémas, IBM est capable avec Watson, etc. Donc tout ça est quelque chose de bien connu et là on ne sait pas trop comment on va contrôler tout ça. Alors les États monnaient un plat de lentilles, 2 points de plus sur les impôts ou je ne sais quoi, mais là il y a un problème, c'est la limite de la centralisation, une autre limite. Et ça, je vais citer la philosophe Simone Weil, une lente qui a écrit en 1934, « Les machines apparaissent bien comme étant propres du point de vue purement technique à décharger les hommes de ce que le travail peut contenir de machinal et d'inconscient, mais en revanche, elles sont liées à une organisation de l'économie centralisée à l'excès et par suite très oppressive. » Alors, me direz-vous, on ne peut absolument rien faire contre tout ça, on est totalement démunis, mais quand même pas tout à fait, voilà, je voulais quand même vous, tiens, voilà. Je pose donc la question, donc les compagnies multinationales en tout genre, et vous avez ici en Suisse une, ça ne veut pas venir, hein, voilà, une initiative multinationale responsable qui se pose toutes ces questions. Vous pouvez aller voir sur le site et regarder si ça vous plaît ou pas. Voilà. Alors, il y a aussi une autre grande application de l'intelligence artificielle, c'est ce que j'appellerais le doudou. Ça a été aussi évoqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des assistants vocaux, pour l'instant, qui sont des assistants plus ou moins généralisés, mais maintenant, on voudrait faire des assistants vocaux personnalisés. L'assistant vocal personnalisé, c'est mon doudou, mon confiant, celui qui me parle, et dans un monde où on a tant de problèmes de couple, c'est si difficile de communiquer avec quelqu'un d'autre, où on a tant de problèmes dans l'entreprise. Ah, c'est si difficile l'entreprise, les dernières statistiques parlent encore là de burn-out et de tout ça, etc. Ah, quand on peut parler à son doudou, c'est génial. Il vous dit exactement ce que vous aimeriez entendre. C'est génial, le doudou. Par conséquent, s'il y a des gens qui veulent faire des start-up, je crois que le doudou, ça, c'est une bonne application. Voilà. Alors, on a fait un peu le tour de tout ça et j'arrive à ma conclusion, si vous voulez. Alors, c'est clair que nos sociétés ne vont pas échapper à l'intelligence artificielle puisqu'on est en plein dedans, et puis que cette intelligence artificielle présente des avantages pour la croissance économique, etc. On a vu, c'est très important. Mais nous avons vu aussi, j'ai eu le sentiment dans ces exposés qu'on soupçonne ici ou là vraiment des pertes de contrôle par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il faut être agile, foncer pour ne pas être les derniers, mais bon, qu'est-ce qui va se passer? On va bien voir. Mais
vous voyez, face à une telle... Qui peut m'assurer qu'une telle société est garantie de succès, si vous voulez? Qui peut m'assurer ça? Qui peut m'assurer que le système bancaire mondial va fonctionner encore longtemps avec ses investissements dans l'intelligence artificielle? Qui peut me l'assurer? Personne. Alors moi, j'espère que ça va marcher, parce que, mon Dieu, on est quand même là, on va pouvoir boire un verre de vin après, il n'y a rien pour l'instant de dramatique. Mais qui va m'assurer tout ça? Alors, il est bon, je crois quand même, d'encourager ce que j'appellerais des plans B. Les plans B, c'est d'autres solutions, d'autres façons de vivre que cette course-là à la recherche de ce qui sort de l'ordinaire. Donc, voilà. Alors, ces plans B, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ça. Et ce n'est pas souvent des vieux cons, comme on l'a dit avant, c'est aussi pas mal de jeunes. Donc, par exemple, vous voyez à Yverdon, du 13 septembre au 15 septembre, vous avez le festival Alternative, dans lequel vous avez des stands où on vous propose des solutions alternatives des plans B. Alors, mon Dieu, ça n'empêche pas de continuer à faire du marketing avec de l'intelligence artificielle. Mais bon, ça élargit un peu notre vision. Voilà, ce sera la conclusion de ma lenteur, et il reste plein de temps pour les questions, parce que j'aime les questions. Alors j'espère qu'on va pouvoir discuter un peu. Merci de votre attention.